Bon, alors je suis ravie d'être ici pour cette conférence organisée par WH Self Invest. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est nous allons regarder surtout qu'est-ce que c'est la zone de distribution et comment on peut appliquer ça sur les marchés. Alors, Patricia Elbaz, mon background, c'est surtout l'analyse technique avec Standard & Poor's pendant 10 ans. Et ensuite, en ce moment, je fais énormément de trading et aussi beaucoup de conférences et puis d'universités en Angleterre et aussi sur la France et ailleurs. Alors, nous allons commencer. Je passe à la prochaine. Attendez, je laisse comme ça. Voilà. OK. Attendez, je vais juste ici pour pouvoir. Voilà. Comment est-ce que je... Voilà. Là, j'essaie de passer à la prochaine page. Ça ne fonctionne pas de passer à l'autre slide? Alors, Raphaël, à la prochaine, je ne me laisse pas. Je suis bien intervenant avec les fonctions. Je peux. Voilà. Pouvoir avoir la prochaine page. Pour pouvoir avoir la prochaine slide, Raphaël. Oui, c'est à toi de le faire. Oui, alors je bouge et puis il n'y a pas de. En fait, il ne me laisse pas. À mon avis, tu es en train de cliquer sur... tu dois être dans GoToWebinar et pas sur ton PowerPoint. Ah, voilà, là je suis dessus. OK, là je suis dessus. OK, je peux retourner dessus. C'est de cette façon. OK, je retourne dessus là. OK. OK, ça marche. OK, alors les notices des risques qui sont toutes incluses ici. Et là, on va passer à la première page, c'est sur l'identifier la zone de distribution. Alors, nous allons regarder quelques exemples afin de voir comment ça se passe. Et aussi, nous allons parler de la théorie de Dow, surtout sur les marchés, et voir comment nous avons des signes grâce à la théorie de Dow. Alors là, nous arrivons tout à fait au début. Alors, l'analyse du Dow Jones Industrial Average. Ce qui est intéressant ici, c'est ce que nous arrivons à voir. Là, j'ai pris le graphique à partir de 2025, la fin de 2025, 2026. Et ce qu'on voulait voir surtout, c'est lorsque on regarde la zone de distribution, la chose la plus importante que nous cherchons en fait, c'est s'il y a une divergence. Alors là, si vous regardez le graphique là du Dow Jones, j'ai noté ici les points A et B. Alors nous voyons que le Dow a baissé d'une façon assez forte et c'était aussi au début quand on a annoncé la guerre avec l'Iran, on a vu que le Dow a beaucoup perdu. Et là, si je retourne et je vois sur mes RSIs, si je vois sur les Relative Strength Index, ce que j'arrive à voir en fait, c'est qu'il y a une divergence positive. Alors l'analyse que je fais, j'aime bien qu'elle soit plutôt pas trop compliquée, mais qui me donne des résultats. C'est le plus important. Alors là, les résultats que j'ai ici sur le Dow, c'est que j'arrive à voir que bien que le marché continue à baisser, nous arrivons à voir sur les RSI du 14 jours que le marché essayait de remonter. Alors cette divergence bullish était un très bon signe qu'on allait reprendre sur le haut. Les deux points qu'on recherche ici, en fait, c'est est-ce qu'on reprend sur les moyennes mobiles de 200 jours ou bien est-ce qu'on reste au-dessus et est-ce qu'on reste d'une façon assez sur un range. Là, on a repris au-dessus des moyennes mobiles de 200 jours. Et la chose que je devrais aussi indiquer, c'est que pourquoi regarder les moyennes mobiles? En fait, les RSI, c'est un indicateur qui mène le mouvement. Comme on a vu ici avec la divergence, on a des niveaux plus bas, mais on a en fait le RSI qui remonte.
Alors là, on a eu notre signe d'achat assez tôt. Les moyennes mobiles, c'est très bien pour confirmer le mouvement, mais ça ne nous donnera pas un signe en avance d'acheter ou de vendre. Alors, c'est un très, très bon signe pour confirmer le mouvement. Alors, en ce moment, on arrive à voir que le Dow Jones, là, on a repris, on était même à 48 000 aujourd'hui, 48 390, on a vu, on a bien repris. Et suite à cette divergence, ça reste en fait un mouvement qui a bien remonté. Et là, le niveau qui est très, très important, évidemment, on regarde surtout des niveaux psychologiques, aussi bien que le niveau de Fibonacci. Et là, c'est 50 000 qui est vraiment le niveau qu'on regarde de façon très près. Alors, si nous regardons ici aussi, on arrive à voir qu'il y avait eu aussi niveau candlestick, c'est bien de voir les bougies japonaises ainsi que le RSI, ainsi que les moyennes mobiles. Et là, si nous regardons les bougies japonaises, nous arrivons à voir qu'on avait eu en fait un inverted hammer, c'est un marteau qui est inverti et qui a montré que c'était aussi un signe d'achat qui s'est arrivé au bas vers 45 000. Alors, niveau Dow Jones Industrial Average, on arrive à voir qu'il y a vraiment un mouvement qui a plus de force sur le haut et que la moyenne mobile de 200 jours, en ce moment, serait un support assez significatif. Alors, si nous allons maintenant et on regarde exactement de la même façon l'analyse du Brent crude, bon, on arrive à voir que, évidemment, le Brent, le pétrole, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu d'une façon très près avec les développements. Ça a été un mouvement qui a été très, très fort au début, comme on voit ici. Nous avons vu que le mouvement a monté. On a touché 119, presque 120. C'était vraiment un mouvement très, très fort. Et ensuite, nous avons vu que le marché était vraiment entre deux niveaux. Alors, ce qui est important lorsqu'on voit cela, c'est que quand il y a entre deux niveaux, quel niveau devra céder ainsi que le mouvement continue. Alors là, si nous regardons ça de très près, et nous regardons aussi ce qui s'est passé avec le mouvement qui est clairement en hausse depuis l'attaque et depuis le 6 mars, nous arrivons à voir que c'était vraiment un mouvement très, très fort. Si nous regardons ensuite et nous regardons ce qui s'est passé sur le RSI, nous arrivons à voir aussi là qu'il y avait eu des divergences sur le bas. Alors, nous avons des prix qui montaient. Évidemment, là aussi, énormément de nouvelles qui sont importantes qui ont affecté le Brent crude. Et nous voyons que les divergences sont assez fortes. Alors, depuis, nous avons vu que le niveau 100 a été très important et que le Brent crude était autour de niveau 100, on était vers 110, et là, on est retourné un petit peu au-dessous. Et ce que nous regardons de très près maintenant, c'est le niveau qui se retrouve à 92, pour voir si est-ce que cette range qu'on a va être quelque chose qui va continuer pendant un petit moment. Au niveau de graphique candlesticks, ce que nous allons voir qui est très important ici, c'est que nous avons vu tout à fait en haut, quand on était à 119, nous avons vu aussi un hanging man. Alors, c'était une petite bougie avec un signe que c'est possible qu'il y ait une baisse. Alors, après ça, nous avons vu un fort écart sur le bas. Alors, quand on parle de l'écart sur les bougies japonaises, on appelle ça des windows, des fenêtres. Et souvent, on dit, on va fermer la fenêtre. Alors, est-ce que le marché va pouvoir fermer ce gap, cette fenêtre, avant de continuer? Et là, effectivement, le marché a rebondi au-dessus de 110. On a pu fermer le gap. Et là, après ça, on a eu un deuxième gap qui a été aussi fermé. Alors, la grande question maintenant, ce qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être une continuation entre 90 et les niveaux de 110, ou bien est-ce qu'on va retrouver les niveaux de 80 où le Brent crude se retrouvait 70-80 avant qu'il y ait eu cette forte hausse. Alors, nous allons voir de très près aussi, ce qui est important de voir, c'est continuer à voir sur le RSI, est-ce qu'il va remonter, on va voir ça de très près, et aussi de voir si le support va continuer à être d'une façon très forte. Ce qu'on arrive à voir en tous les cas, ce qui est très net, c'est qu'on est très loin des moyennes mobiles de 200 jours dont on parlait avant ça.
Et ceci indique qu'en fait, il y a toujours une force sur le Brent crude. Du côté positif, bien qu'il soit sur le range, il y a un côté plutôt positif. Alors, si on regarde maintenant, on passe au troisième graphique ici. Alors, on passe à la théorie de Dow. Alors, on avait vu ça on avait fait un webinaire aussi avec Safe Invest. On avait parlé de la théorie de Dow et c'était très intéressant de voir comment une théorie qui date de 1896-1900 est toujours appliquée sur les marchés et sur tous les marchés. Et c'est quelque chose que Charles Dow avait dit, je pense qu'il est vraiment quelque chose qui est toujours pratique aujourd'hui. Connaître les valeurs, c'est connaître le sens du marché. C'est-à-dire qu'on doit savoir exactement quel est le prix, qu'est-ce qui se trouve dans ce prix. Une fois qu'on sait quel est le prix et la raison pour laquelle le prix est à niveau, on peut pouvoir commencer à voir quel est le sens du marché. Alors, lorsque nous regardons la théorie de Dow, nous regardons les trois tendances. Et là, évidemment, tout dépend du travail que vous effectuez. Si vous voyez le long terme, évidemment, la tendance primaire est plus importante. Si vous êtes un trader de FX, ce qui est important en fait, c'est ce qui se passe à l'ouverture et la clôture d'aujourd'hui. Vous voyez ça de très très près. Alors Dow parlait des trois tendances. Ensuite, identifier les phases du marché. Et là, nous avons les trois phases, on va en parler tout à l'heure. Et anticiper un changement de tendance. Et là, numéro 3, c'est, je pense, le plus dur. Essayer de voir quand il y a un changement de tendance. Et c'est là qu'on peut utiliser, comme on a vu ça auparavant, c'est le RSI et des momentum qui nous donnent le signe avant que le marché puisse effectuer ce mouvement. Alors, lorsque nous avons vu la théorie de Dow qui a été créée, on a dit au début, c'était le Dow Jones Average, 1896, et c'était vraiment 9, ensuite 12 sociétés. Et si on regarde exactement ces sociétés, on arrive à voir très clairement, ce sont tous des sociétés à ce moment-là, c'était des sociétés comme American Cotton, American Tobacco, vraiment des choses d'agriculture qui étaient très importantes pour ce marché. General Electric, à ce moment-là, c'était au numéro 6, en fait, est resté effectué sur la Dow Jones Industrial Average jusqu'à 2018. Alors, c'est vraiment la société qui a gardé le plus de temps sur l'indice. La différence entre les valeurs que nous voyons en 1896-1900 et les valeurs que nous voyons ici, si nous regardons maintenant le Dow Jones, je mets 2025-2026 en ce moment, si nous regardons la composition du Dow Jones, évidemment, ce que nous voyons, c'est les sociétés qui sont très actives, telles que les sociétés de banque. On a Goldman. On a aussi les sociétés qui sont très, très actives sur l'intelligence artificielle, telles que NVIDIA. Et nous avons aussi les sociétés qui représentent aussi peut-être du pétrole, les choses qui sont importantes, Chevron Corporation. Alors, la différence entre les deux montre le fait que nous avons passé un moment entre l'agriculture et maintenant, c'est surtout, évidemment, quand on parle du Dow, on parle du tech. Et ce qui est intéressant, nous allons voir un graphique vers la fin de cette session, c'est comment nous avons vu il y a cette semaine les résultats des 5 banques assez importantes et nous avons vu aussi comment ces résultats, en fait, étaient très forts. Alors, tels que nous avons vu Goldman, Citi, Morgan Stanley, toutes les 5 annoncent leurs résultats. Il y en a eu déjà hier, aujourd'hui, et demain, ce sera le reste. Et on va voir comment c'est resté assez fort. Le Dow Jones continue à être assez fort grâce à grâce à ces sociétés et grâce au AI. Alors, nous avons parlé de la composition et ensuite les 3 tendances. Évidemment, comme on disait, tout dépend du travail qu'on regarde. Si nous voulons long terme, moyen terme et très très court terme, nous donne les signes. Maintenant, ce que nous allons voir ici, c'est lorsque je regarde le Dow Jones Industrial Average, là, c'était la tendance clairement et haussière. Nous arrivons à voir
que là, depuis 2020, après la pandémie, on avait une tendance qui est vraiment d'une façon très forte haussière. Ensuite, si nous regardons ce qui s'est passé là, nous allons avoir un petit channel, alors ça reste dessus. Et là, tout récemment, ce que j'arrivais à voir ici, c'est ce qui s'est passé tout récemment. Alors, si nous voyons ici, là, j'ai pris depuis mars 2025. Alors, nous voyons une tendance assez forte. Nous voyons un mouvement plutôt impulsif. Et là, 2026, nous voyons, en début de 2026, comment nous avons ensuite vu un channel qui est surtout sur la baisse. Alors, si nous voyons ici la différence entre le mouvement qui baisse et le RSI qui revient, nous avons vu, comme nous avons vu dans le premier graphique, qu'il y avait eu une divergence assez claire, c'est une divergence haussière. Alors là, ce que nous regardons de très près, c'est le fait que la tendance de Dow, selon la tendance, là, ce serait la moyen terme, nous allons voir que ça a été cassé. Alors là, on est sur le bull. Là, pour le moyen terme, ça a repris et nous avons une tendance qui est plutôt positive. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est où se trouve la zone de distribution? C'est ça qu'on essaie de voir. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle, comme on a parlé au début, lorsque nous parlons de la zone de distribution, il s'agit d'un changement de tendance. Alors, est-ce que la question qu'on se pose, et là, en fait, c'est quelque chose qu'on va attendre de voir exactement ce qui se passe, c'est est-ce que la zone de distribution a été effectuée du mouvement de 50 000 jusqu'au mouvement qu'on avait vu vers 44 400? Est-ce que ça a été vraiment la fin de la zone de distribution? Et là, on commence une nouvelle zone qui serait peut-être accumulation. Ça, c'est la grosse question. Alors, ce qui nous aide à essayer d'anticiper cela, c'est de voir comment se redresse RSI, de voir si le niveau de 50 000, évidemment, qui est absolument critique, sera retrouvé, et aussi de voir si nous arrivons à rester au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Alors, clairement, tout ce que nous pouvons faire, c'est anticiper, mais nous n'avons aucune idée claire de savoir si, oui, c'est la fin de distribution, nous avons vu la pause, et là, on va avoir un autre début d'accumulation. Alors, c'est quelque chose qu'on doit regarder de très près, mais c'est aussi quelque chose, on se pose la question. Et si c'est un début d'accumulation, à ce moment-là, ce serait vraiment une tendance très, très forte pour le Dow et vraiment quelque chose qui serait encore plus pour fin de 2026. Alors là, quand on parle des trois phases, on vient d'en parler juste maintenant, on parle des trois phases qui dominent le marché. Alors, l'accumulation, c'est lorsque on commence à prendre des positions, c'est peut-être contre la tendance, mais on a une idée que ça commence à une tendance, ça commence à se diriger vers la nouvelle tendance. Participation est la plus facile parce que là, nous avons une confirmation. Peut-être qu'il y a des indicateurs qui sont positifs, peut-être qu'on est bien au-dessus des moyennes mobiles, peut-être qu'on nous arrivons à avoir des bougies japonaises qui sont complètement positives. Il y a énormément qui nous confirment qu'on est en phase de participation. Et la dernière distribution, c'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a la fin du mouvement? Et la chose qu'on regarde aussi pour la phase de distribution, c'est quand il y a énormément de participation des médias, énormément de participation de spéculateurs, et quand le marché, on en parle beaucoup trop. Et souvent, je parle de ça quand je dis que la première du Financial Times, les nouvelles qui devraient être en Companies and Markets se retrouvent sur la première page du Financial Times, et c'est là qu'on se dit, peut-être qu'on arrive au mouvement de distribution. Alors, c'est un mouvement de distribution où la foule est arrivée et la foule est trop forte. Il faut aller contre la foule pour pouvoir vraiment avoir un nouveau mouvement. OK, alors ça, ce sont les trois phases. Si nous voulons voir l'exemple sur Gold, alors là, on avait vu ça, c'était l'année dernière,
Et on était en train de voir ce qui se passait avec l'or, le spot gold, et nous avons vu à ce moment-là que nous étions en phase de participation. Alors, le graphique le montre assez clairement. Là, on était seulement, on était 2920, en fait, il y a un moment de ça, et on était en phase de participation. Cette phase de participation, si nous regardons ensuite ce qui s'est passé avec l'or, a duré assez longtemps, jusqu'en début de 2026, lorsque l'or spot gold a touché son all-time highs. On a retrouvé les niveaux là, mais bien au-dessus de 5500. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que la phase de distribution est en ce moment en train d'être effectuée ou est-ce que nous sommes arrivés à la fin de la phase de distribution? Là, ce que nous regardons de très près, si nous regardons ici ce graphique, là, j'ai pris le weekly et j'ai pris les moyennes mobiles de 52 semaines. La première chose que nous arrivons à voir, c'est que nous avons un doji qui a été effectué. Et depuis qu'il y a eu le doji, il y a eu aussi un petit rebondissement. Ce qui est important là, c'est est-ce que vraiment on est prêt à avoir de nouveaux all-time highs? Alors là, le fait que nous avons eu cette phase, que nous sommes entre deux niveaux, veut dire que nous sommes peut-être toujours pendant la phase de distribution, qu'il n'y a pas encore une raison de postuler que nous sommes tout à fait en nouvelle phase. Nous sommes probablement toujours en phase de distribution. Et là, le niveau important que nous devons voir, c'est 5000. Comment est-ce que nous restons autour de 5000 et le fait que le doji montre qu'il y a eu une pause sur ce marché. Ce que j'ai trouvé qui était très intéressant sur l'or, c'est qu'il y avait aussi, je vous montrerai un exemple après, qui montre comment les banques retrouvent maintenant leurs réserves sur l'or, commencent à remonter d'une façon plus forte que les autres réserves. Alors, je vais vous montrer un graphique qui explique ça, qui est très, très clair. Alors, avant de vous montrer ce graphique, là, quand on regarde les bougies japonaises, la chose que je voulais vous montrer surtout, c'est que le doji dont on parlait, qu'on a vu sur l'or, est en fait une formation qui est très importante parce que c'est toujours, très souvent, il y a une pause. Et là, j'ai montré 6 doji différents, 6 exemples de doji différents qui nous indiquent que peut-être qu'il y aura une pause sur le marché. Celle que nous avons vue sur l'or est plutôt la long-legged doji. Alors, si on retourne au graphique de l'or ici, voilà. Et si je vous montre le dernier mouvement qu'on a vu sur le bas, sur le doji, qu'on arrive à voir ici, voilà, tout à fait là, vous arrivez à voir en fait que nous avons ce long leg doji et depuis, nous avons eu ce relèvement que l'or a rebondi un petit peu depuis. Alors là, voilà, le graphique que je voulais surtout partager avec vous, c'est celui qu'on a vu tout récemment. Alors, c'était sur Wall Street Math et ce qui montre, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, surtout pour le futur. Là, on regarde depuis 2000, nous arrivons à voir, alors l'or c'est en bleu, nous arrivons à voir comment les banques, ça c'est les réserves World Gold Holdings et Foreign Treasury, et c'est tout sur les réserves Central Bank. C'est alors les Central Bank qui ont leurs réserves, et c'est les données globales. Et là, on arrive à voir qu'en fait, en 2000, c'était à 10%, mais si nous comparons ça à ce que les banques centrales avaient sur le trésor foreign, c'était à 25, au-dessus de 25%. Alors, depuis, nous arrivons à voir que à partir de 2016, milieu de 2016, il y a eu un changement de tendance. Nous arrivons à voir que les banques centrales commencent à s'intéresser beaucoup plus, à avoir plus de réserves d'or. Et là, ça a monté. Et pour la première fois en 2026, nous arrivons à voir que c'était à 24%, alors que les réserves sur les treasuries étaient à 21%. Alors, c'est la première fois que nous arrivons à voir que
les réserves sur l'or des banques centrales devient plus important que les réserves des treasuries. Alors, le fait qu'il y ait eu ce switch, on se pose la question, est-ce que ça veut dire qu'au long terme, il y a des possibilités que l'or se dirige encore plus haut et que peut-être qu'on pourrait arriver à un chiffre aussi haut que 7 000, dans 7 000, 10 000 livres, 10 000 dollars un ounce, si ce système continue. Alors là, c'était un graphique que j'ai trouvé très intéressant et qui pourrait aussi marcher avec l'analyse technique. Alors, nous avons parlé aussi de ce qui s'est passé avec le Dow Jones Industrial Average et je vous ai montré les sociétés et les sociétés importantes dessus. Et là, ça, c'était un article sur le Financial Times que je voulais aussi vous montrer. Et ce qui est intéressant ici, c'est comment, là, si on arrive à voir 2014 à 2026, nous avons le revenu de trading qui est devenu le plus haut et c'est à 40 billions de dollars. Alors ça, c'est sur toutes les 5 banques qu'on arrive à voir ici et c'est devenu de plus en plus important. Alors, au niveau positif, le trading, le revenu du trading est devenu plus fort. Il y a aussi le fait que la volatilité que nous avons vue, bien qu'il y ait eu la guerre en Iran, il y a eu les trade wars, il y a eu les tarifs, il y a eu aussi, évidemment, seulement ce qui se passe. Il y a eu, avec Venezuela aussi, énormément se passe sur le niveau géopolitique. Mais au niveau positif, nous voyons que le revenu global des 5 sociétés assez importantes continue à être assez fort. Et là, cette semaine, nous voyons les résultats de certaines banques, ces 5 banques surtout, et nous voyons que Goldman, par exemple, les résultats étaient plus hauts que ce qui avait été anticipé. Alors, il y a énormément de positifs, bien que nous voyons tout ce qui se passe, il y a énormément de positifs du niveau volatilité, du niveau trading et du niveau, évidemment, opportunité lorsqu'il y a des tensions géopolitiques. Alors là, c'est pour vous dire, à la fin, j'aime bien finir et on aura le temps aussi de prendre des questions. Le plan de trading, une fois que nous allons voir et voir exactement ce qui se passe, par exemple, pour le livre dollar, si on a un sterling dollar, euro dollar, tout récemment, nous avons vu que la livre a vraiment rebondi, l'euro a vraiment rebondi aussi, et nous avons des niveaux importants. Sur la livre, on était à 1,32 de base, on est maintenant à 1,36, 1,40 qui devient un niveau important. Et sur l'euro dollar, nous avons eu une base à 1,14, nous sommes à 1,18 et 1,20 qui devient important. Alors, bien que le dollar a bénéficié au début de la guerre d'Iran, après cela, nous avons vu que la livre et l'euro commencent à remonter et il y a de fortes chances que nous aurons plus de gains sur la livre et sur l'euro. Lorsque nous voyons le plan de trading, c'est comme un summary, c'est comme voir exactement ce que nous avons fait. C'est la première chose que nous avons, c'est qu'on peut sélectionner le type de graphique à étudier. Alors là, nous avons vu juste avant ça, il y avait l'intervention de Jonathan Yell qui parlait de graphique. Là, on peut sélectionner le graphique comme le bar, point et figure, linéaire, bougie japonaise, market profile. La sélection, c'est celle en fait qui nous donne le plus de résultats. Alors, nous sélectionnons le graphique qui, en fait, est le meilleur pour nous. Ensuite, nous ajoutons la tendance. Nous partons de la long terme. Ensuite, nous allons au moyen terme et court terme. Et nous utilisons la théorie de Dow pour évaluer la tendance. Évidemment, là, nous pouvons utiliser aussi Fibonacci comme objectif pour voir s'il y a des graphiques importants, des mouvements importants. Ensuite, les figures importantes, évidemment, s'il y a des continuations ou retours de marché. C'est-à-dire qu'on pourrait voir peut-être un double top, peut-être qu'on voit un base, peut-être qu'on voit un rounding top, quelque chose qui nous indique que le marché peut-être arrive à la fin du mouvement. Là, j'avais parlé au début des moyennes mobiles et pour
confirmer que c'est vraiment un indicateur qui ne vous donne pas le résultat avant le mouvement. Et c'est vraiment un indicateur qui est lagging, mais qui est très bon pour confirmer le mouvement. Les oscillateurs, évidemment, il y en a énormément. Puis on choisit celui qui marche bien, celui dont on est à l'aise et celui qui nous donne des résultats. Parce que le plus important, en fait, c'est d'avoir des résultats. Et là, nous avons utilisé quelques exemples sur le RSI. Et ce que nous cherchons le plus important, c'est la divergence entre le prix et les indicateurs. Ce que je voudrais ajouter, c'est que si le prix est très fort, on peut oublier les indicateurs parce qu'on pourrait avoir des indicateurs qui sont sur le hoverboard pendant peut-être 3 jours, 4 jours. Le prix continue à monter parce que la tendance, parfois, est trop forte et les indicateurs ne comptent plus. Alors, si la tendance est très, très forte, c'est là que c'est important de continuer avec la tendance. Mais si on peut avoir une divergence, là, nous regardons les indicateurs. Ensuite, quelle étude ajouter? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très subjectif. Il y en a qui aiment beaucoup l'Elliott, les vagues d'Elliott qui sont très, très bonnes. Il y en a qui disent « Ah non, je préfère utiliser seulement mes bougies japonaises, étude Ishimoku ». Tout dépend de ce que nous aimons utiliser, mais les vagues d'Elliott souvent aussi donnent de très bons résultats. Ensuite, l'objectif, toujours, c'est de construire des bases solides. Alors, on dit toujours que lorsque nous avons une trade, c'est exactement la même chose que de bâtir une maison. Lorsqu'on commence à bâtir une maison, nous avons besoin de très bonnes fondations. Alors, si on utilise quelque chose de très fort, la maison sera viable, ça durera longtemps. Et c'est exactement la même chose sur le trading. Si nous utilisons des bases solides, si nous avons un plan où nous savons exactement à quel niveau nous devons entrer et nous savons exactement quel est notre stop loss. On ne dépend pas et on n'espère pas, on sait exactement quel est le niveau et nous avons une stratégie qui est disciplinée. Alors là, je vous posais une question et Raphaël, on peut ouvrir ça à tout le monde là. Et c'est quel est le nom de ce chart de Forex et quel est le nom de la bougie à A. Et puis là, la première réponse gagnera le livre de Charles Dow qui n'est pas très long, La théorie de Dow. Et ce serait un plaisir de vous l'envoyer. Alors là, on fait ce petit quiz et après, je prends les questions. Ok, allez, tout le monde à vos claviers. Voilà. Quel est le nom de la bougie A? Et quel est la le… première réponse, voilà. J'entends Fibonacci, donc ça ne m'a pas l'air de ressembler à ça. Deuxième réponse, Doji de Stan. Voilà. Alors, et quel est ce graphique? Est-ce que c'est… Je vous donne un clue, c'est le foreign exchange. C'est le dollar contre quelque chose. Le dollar contre une monnaie. Allez, quelle est la paire de devises que vous voyez à l'écran? Alors, je donne aussi un deuxième. C'est que… Alors, Valérie nous a répondu yen. Oui, oui, tout à fait. Bravo, Valérie. Voilà. Dollar yen, tout à fait, exactement. Bon, alors, Valérie, Raphaël, tu prendras les détails pour qu'on envoie le livre. Oui, je t'enverrai ça. Et quelle est la formation que nous avons du candlestick? Alors, c'est deux bougies et c'est en fait une bougie à l'intérieur de l'autre. Alors, nous avons une ou deux réponses là. Alors, pour la bougie en A, c'est ça? La bougie rouge? Voilà. Alors, la bougie rouge, quoi ça correspond? Donc, j'ai eu Stan qui a dit un doji, il y a Vincent qui a dit long leg doji, il y a Adriane qui a dit marteau, Alors, Valérie c'est qui a pour dit l'utiliser englobante. avec la bougie verte. Alors, c'est les deux bougies ensemble. La rouge avec la verte. Ah, la rouge avec la verte, ok. Voilà. Alors, il y a Hassan qui dit Arami. Voilà, c'était qui? Hassan. Alors, Valérie et Hassan, bravo, nous avons deux gagnants ici. Exactement. Bravo. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur le dollar yen.
Et nous avons vu qu'il y avait le harami. Et le harami, en fait, ça a une pause. Ça veut dire que bien que le dollar yen avait bougé juste au-dessus de 159, 158, on est arrivé 158,10. Le jour d'après, nous avons eu une harami. Harami, ça veut dire que la tendance baissière va un peu freiner. Et là, nous avons vu, en fait, que ça remontait. Maintenant, la grande question avec le dollar yen, c'est que 160, c'est vraiment un niveau important. C'est là où Bank of Japan, la Banque du Japon parfois dit, le yen est trop faible, nous allons intervenir. Alors, jusqu'à présent, 160 a été très difficile et nous arrivons à voir maintenant si, à ce moment-là, est-ce qu'à 160, nous aurons peut-être un mouvement de baisse sur le dollar yen? Est-ce que nous allons retrouver 150, 155? C'est vraiment la grande question qu'on se pose. Mais si l'intervention est bonne et si la Banque du Japon aussi remonte ses taux dont on en parle depuis un moment, il y a des possibilités que 160 sera très, très fort de résistance. Très intéressant. OK, très bien. Alors là, Raphaël, s'il y a des questions, on peut prendre quelques questions. Oui. Voilà. Alors, allez-y, posez vos questions. Je ne sais pas si j'en ai vu. Et aussi, ce que j'ajouterais pendant qu'on regarde, c'est que surtout sur le dollar yen, il y a beaucoup qui jouent technique et fondamental. Et c'est très important parce que je sais qu'il y en a qui disent c'est que le technique, mais c'est très important aussi de voir ce qui se passe, surtout sur les interventions. Ok. Et alors, par rapport une question par rapport à la stratégie à employer là-dessus. Oui. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on est dans une phase de range, donc qui est une phase d'accumulation, oui. Est-ce qu'il est conseillé d'utiliser la cassure de ce range pour acheter ou pour vendre, ou est-ce qu'il faut attendre certaines confirmations avant de le faire? Oui. Alors, je pense que la cassure du range, en fait, c'est assez important parce que si on est sur une phase d'accumulation, c'est-à-dire qu'on est entre deux niveaux et on commence à accumuler. Si tout à fait on commence à casser peut-être la résistance qui est là et nous voyons une divergence des indicateurs, là, c'est clair qu'on peut dire, bon, c'est presque sûr que c'est une accumulation et on cherche la distribution, la prochaine phase. Alors, je pense que si nous voulons être prudents, nous attendons qu'il y ait une cassure de la résistance pour être sûr. Mais si nous voyons une divergence, à ce moment-là, je pense que c'est un bon moment d'acheter. La divergence, si la divergence est haussière, là, ce serait le signe de vraiment commencer à acheter. Ok. Donc, attendre la confirmation de la tendance avant de se lancer dans n'importe quel… ok. Est-ce que j'ai d'autres questions? Et à quel moment, alors justement par rapport à cette question, à quel moment est-ce qu'on estime que, imaginons, on est dans une phase d'accumulation, dans une phase haussière, donc le marché il a fortement monté et il a ensuite suivi un range. Oui. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Ça casse à nouveau le range par le haut. Donc là, on est en tendance haussière, ça casse par le haut, donc a priori tout est confirmé. À quel moment est-ce qu'on estime que que le signal il est faux? Si par exemple il y a une réintégration, est-ce que c'est un faux signal? Est-ce que tout à fait. Et c'est aussi assez courant. Je veux dire, on peut être sûr qu'il n'y a rien qui marche complètement. Alors, c'est bien de poser la question, c'est-à-dire que c'est une accumulation, mais lorsqu'on dit accumulation, ça veut dire qu'on a une base ici. Si le marché retourne et en fait la base n'est plus la base et on retourne sur le bas, là, on arrive à voir que c'est vraiment pas une accumulation. Alors, si je regarde en fait, je vais vous montrer l'exemple sur voilà. Si on regarde un petit peu, par exemple, l'exemple qu'on avait pris sur l'or, et là, c'était l'année dernière, parce qu'on parlait de l'or comme
participation et la plupart de 2025, début 2026, c'est participation. Alors là, vous avez vu l'accumulation. Alors là, on arrive à voir qu'il y a la base. Vous voyez, là où il y a la ligne qui est droite, là, comme ça, horizontale, c'était où? À 2000, juste en dessous de 2600, c'était notre base. Et dès on était au-dessus du range, c'est là qu'on a confirmé que c'était une accumulation et la participation est quelque chose qui a continué après ça. Alors, nous avons vraiment besoin d'avoir une base très forte pour être sûr que c'est accumulation. Alors, la base, c'est-à-dire le support doit être vraiment très, très fort. Et là, dans cet exemple-là, la phase de participation, tu la mets dès le plus bas, mais en fait, il fallait plutôt attendre que ça Oui, casse la phase tout à d'accumulation. fait. Là, j'ai mis de plus bas pour montrer seulement la tendance haussière, mais en fait, on ne l'aurait pas eu avant le mouvement, la 2720. C'est 2720 où on a vraiment touché le haut du range. Et là, j'ai mis le mouvement ici pour montrer comment ça montait comme ça, mais en fait, la participation, on l'aurait sûrement eu à 2720, on ne l'aurait pas eu tout de suite à 2600, on aurait attendu quand même. Ok. Ok. Bon, et ben écoute, je pense que j'ai pas d'autres questions, donc si tu as rien d'autre en particulier, ah si, pardon, j'ai une question. Oh là là, c'est en bas. Alors, je sais pas si c'est une question qui te concerne. C'est Aïe qui dit, tout à l'heure, on a vu les divergences au niveau du RSI, mais comment l'identifier? Car lorsque je trace la divergence, la tendance est déjà haute. Ah, d'accord. Ou la tendance est basse. C'est intéressant ça. Alors, je vais retrouver le graphique pour voir un petit peu. Alors là, voilà ce qu'on voit. Alors, ici. OK. Alors là, par exemple, le Dow Jones, on a vu la divergence ici. Bon, on a vu un nouveau bas. Alors là, c'était évidemment quand il y avait l'attaque, quand il y avait tous les problèmes géopolitiques, on a vu un nouveau bas. Et ensuite, nous avons vu la divergence. Alors, la question qui se pose, en fait, c'est parfois le marché remonte, mais on n'a pas, en fait, le courage d'acheter parce qu'il est en baisse. Et on voit la divergence. Alors, c'est assez, je pense que ce que je dirais, en fait, c'est vraiment une stratégie qui est proactive. Alors, on prend la décision, on met notre stop, mais on va quand même contre la tendance. Parce que notre tendance, c'est clair, elle va en baisse. Alors, on regarde le RSI et je pense qu'on doit avoir un peu être proactive et dire, bon, je vais faire cette trade parce que je pense que le RSI me donne le bon signe. Alors là, je pense qu'on est obligé de prendre une chance et le faire et avoir le stop. C'est ça qui est le plus important, en fait.